Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis Tétouan, qui accueille aujourd'hui la Bay'a aux cérémonies d'allégeance, Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'adresse un message au président de la République française, Emmanuel Macron, au lendemain de l'annonce du soutien officiel de la France à la souveraineté du royaume sur ses provinces sahariennes. En voici un extrait. Je me réjouis tout particulièrement de la position claire et forte que la France adopte dans votre message au sujet du Sahara marocain. Fin de la citation royale. Dans son message, toujours, le souverain évoque des perspectives prometteuses dans de nombreux secteurs stratégiques permettant de renforcer le partenariat d'exception, je cite, bâti des décennies durant sur l'amitié et la confiance. Et de conclure avec une invitation officielle adressée au président de la République dans le cadre d'une visite d'État au Royaume. Par ailleurs, depuis cette annonce officielle hier du soutien donc de Paris à la cause nationale, les réactions pleuvent. Au sein d'abord de la classe politique française, dans toute démocratie, et cela est normal, à droite comme à gauche, n'en déplaise à certains, les hommes et femmes politiques de la République ont salué cette décision historique. En revanche, chez nos voisins de l'Est, la lettre d'Emmanuel Macron a eu l'effet d'une bombe. Pourquoi donc? Pourquoi alors qu'Alger affirme depuis plusieurs années être un simple observateur dans ce différend régional du Sahara? Pourquoi, en plus de retirer son ambassadeur à Paris, la diplomatie algérienne menace la France, je cite, de représailles? Frôle-t-on la rupture diplomatique? Pour répondre à ces questions d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir. D'abord, nous avons avec nous un diplomate, ancien ambassadeur de la République de France en Algérie, monsieur l'ambassadeur Xavier Driancourt, qui se joint à nous depuis Cravant en Normandie. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur Driancourt, et merci de vous joindre à nous ce soir. Bonsoir. Et nous avons également avec nous en plateau cette fois, il est associé chercheur à l'Institut Royal des Études Stratégiques, Hassan Saoud. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Et se joint à nous depuis Lyon, l'historien et spécialiste du Maghreb, également auteur de l'ouvrage de tout dernier d'ailleurs paru, Le Sahara occidental en 10 questions, Bernard Lugan. Bonsoir et merci à vous également de vous joindre à nous. Bonsoir et bonsoir au Maroc. Alors d'abord, ce message adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président Macron à la suite donc de ce soutien clair et fort de la France à la question nationale, à la cause nationale au Sahara et à la proposition marocaine pour résoudre ce différend régional. Je commencerai peut-être par son Excellence Monsieur l'ambassadeur Driancourt par rapport à ce message. Que peut-on retenir d'abord de ce message de Sa Majesté le Roi qui vient donc au lendemain et surtout la symbolique de cette date choisie aussi par la présidence française pour afficher son soutien à la cause nationale? Merci pour votre question. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement le timing, comme on dit, entre la lettre du président de la République et la réponse de Sa Majesté aujourd'hui, à l'occasion donc de la fête du trône marocain, pardon. Et je crois que la décision française, elle a été préparée quand même il y a déjà quelques semaines avec le voyage de Monsieur Séjourné, d'autres ministres, Monsieur Le Maire, Monsieur Darmanin, etc. Donc tout ça n'est pas vraiment une surprise, je pense. Mais en revanche, ce qui est une surprise pour moi, en tant que diplomate, ce qui a été une surprise, c'est l'emploi des mots extrêmement forts dans la lettre du président Macron, puisque au moins à 4 reprises, il parle de la marocanité du Sahara, du plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, qui est la seule base pour un règlement d'ensemble, etc. Donc des mots extrêmement forts. Et dans la réponse du roi, il y a également des mots, des formules extrêmement précises.
Exactement. Et justement, je vais en citer un extrait de ce message donc adressé par le souverain au président de la République. Je cite Sa Majesté le roi Mohamed VI. En reconnaissant au Maroc ses titres juridiques et ses droits immémoriaux, la France contribue à renforcer la dynamique internationale que portent d'ores et déjà de très nombreux pays, à mettre ainsi un terme à un conflit hérité d'une autre époque. En tant qu'auteur justement de ce livre qui explique la question du Sahara pour les nuls, si je puis me permettre cette analogie, Bernard Lugan, peut-être une analyse de cet extrait de ce message du souverain par rapport aux titres juridiques et droits immémoriaux. Oui, disons toute chose pour compléter ce que vient de dire son Excellence. La France sort de l'ambiguïté. Parce qu'en fait, la France a toujours soutenu la position marocaine, mais elle l'a soutenue d'une manière un peu timorée. Aujourd'hui, comme l'a souligné son Excellence, c'est très clair, la France reconnaît véritablement la souveraineté marocaine sur ces provinces du Sud. Alors pour l'historien, car moi je suis historien, pour l'historien c'est une satisfaction parce que à un double titre. D'abord, en tant qu'ami du Maroc, moi-même, vous savez, je suis originaire de Meknès. En tant qu'ami du Maroc et en tant que patriote français, j'ai souffert ces longues années de cette brouille artificielle et passagère entre nos deux pays. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que l'historien que je suis est ravi, satisfait de voir que, au plus haut niveau de l'État français, l'on reconnaît une vérité historique qui est incontestable, qui est que le Maroc est un État millénaire et que cet État millénaire a toujours eu une double influence vers le nord et vers le sud. Sa Majesté Hassan II disait bien que le Maroc est comme un arbre dont les racines puisent vers le sud Sénégal, vers le fleuve Sénégal, et dont le feuillage bruisse sur la Méditerranée. Donc le Maroc a une tradition qui est une tradition millénaire vers le sud, et les partages coloniaux, les amputations coloniales ont fait que le Maroc a perdu une partie de son territoire. Et là aujourd'hui, en reconnaissant la marocanité du Sahara dit occidental, le président Macron reconnaît, comment dirais-je, certaines erreurs qui ont été commises par l'époque de la colonisation. Mais comme nous sommes au Maroc et pas en Algérie, la force du Maroc est de ne pas avoir une politique fondée sur la récrimination, alors que le voisin algérien a une politique fondée uniquement sur le ressentiment vis-à-vis de la France et, j'allais dire, une certaine jalousie vis-à-vis du Maroc. Certaines jalousies, ça s'est vu d'ailleurs, nous allons dans quelques minutes vous interpeller, n'est-ce pas, à vous trois, hein, sur cette réaction quand même très forte des autorités algériennes. Mais avant, d'abord, cette invitation au président Emmanuel Macron pour une visite d'État prochainement au Maroc, mais ce ne sera pas la première du genre du président Macron au Royaume, en tant que visite d'État au Royaume. Tout d'abord, nous sommes dans un échange de bons procédés diplomatiques par de vieux pays qui ont une histoire diplomatique. Une lettre du président Macron, évidemment symbolique, à l'occasion du quart de siècle de Sa Majesté sur le trône, et puis une réponse de remerciement, parce que aujourd'hui, la France s'est écartée de cet équilibrisme aléatoire et a affiché son soutien à la proposition du Maroc qui existe depuis 2007 concernant le plan d'autonomie proposé, il faut le rappeler, qui a été opérationnalisé par un texte qui prévoit toutes les structures, un gouvernement, un parlement, une justice et évidemment sous souveraineté marocaine avec tous ses attributs régaliens. Le reste, ça sera pris en charge par la population elle-même qui choisit ses représentants. Donc la France, qui a accompagné le processus onusien, il faut le dire, qui ne s'est jamais départi de ça. Aujourd'hui, on a remplacé une proposition crédible par la proposition
crédible. Et la seule base. La seule base crédible. Et évidemment, nous sommes dans l'exclusivité de la proposition marocaine et c'est de bon augure. Et ça ouvre évidemment beaucoup d'autres portes de dialogue quant au progrès que certainement cette dynamique française va enclencher aussi bien chez nos partenaires qu'ailleurs, en Afrique par exemple et en Europe surtout. Donc il faut s'en féliciter et la visite dont vous parlez sanctionnera évidemment, c'est un couronnement d'une visite longtemps différée pour des raisons de calendrier et donc là on s'en félicite et le président français sera le bienvenu parmi nous. Ce qui est intéressant, c'est aussi ces mots utilisés pour non seulement exprimer dans sa lettre, le président Macron, non seulement exprimer le soutien par rapport à la solution proposée par le Maroc en 2007, mais aussi cette proposition de la France d'agir en cohérence avec cette position. Que signifie cela? D'autant plus que cela a été aussi relevé dans le message du souverain adressé au président Macron. Tout à fait. Il s'agit d'accompagnement. Il s'agit de défendre cette position dans le concert des nations et ailleurs. Et il s'agit aussi de défendre la légitimité historique, la légitimité juridique du Maroc sur ces provinces du Sud. J'ajoute que la France connaît l'histoire de notre pays. Avec l'Espagne, ils savent de quoi ils retournent. Et là, il faut se féliciter de ce réalisme et de ce pragmatisme français qui s'ajoute à celui de l'Espagne. Et je pense que c'est de bon augure. Et historique dans le sens de... C'est inédit et historique aussi parce qu'il se base aussi sur des réalités d'histoire avec un grand H. Tout à fait. M. Logan en a bien parlé parce qu'il connaît le Maroc sur ce plan-là. Xavier Driancourt, si on prend justement ce geste, cette action du président français, est-ce une preuve finalement que la France adhère aussi à une réalité aussi sur le terrain, celle d'un développement socio-économique dans les provinces du Sud qui est visible aux yeux de tous finalement et qui avance année après année, qui profite aux populations de la région, contrairement à ce qui est avancé par des ennemis finalement du progrès. Oui, bien sûr. Et M. Séjourné, lorsqu'il est allé à Rabat, a rappelé un certain nombre de choses et a autorisé un certain nombre d'investissements français, d'entreprises françaises dans le Sahara marocain et a accordé la garantie de l'Agence française de développement, l'AFD. Donc effectivement, c'est une reconnaissance de ce qui s'est passé dans le sud du Maroc. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi, je crois, les avancées extrêmement importantes de la France, du président de la République dans la lettre qu'il a adressée à Sa Majesté, des termes, encore une fois, extrêmement forts qui n'avaient jamais été utilisés concernant le Sahara marocain, le Sahara occidental. Et je crois que c'est ça qui est important et c'est ça qui a choqué vos voisins algériens. Alors, justement, avant qu'on écoute et aussi qu'on analyse un peu, c'est très difficile d'analyser parce que ça a été vraiment immédiat et avec effet immédiat aussi, je vous propose d'écouter cet extrait d'une déclaration du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, et qui, pour lui, encore une fois, il réitère ce message qu'il a déjà dit à la presse il y a quelques mois lors de sa visite au Maroc sur la position claire aujourd'hui de Paris vis-à-vis de la question du Sahara. On écoute Stéphane Séjourné, on revient à notre discussion. Le président de la République, quand il m'a nommé, m'a donné une mission particulière et personnelle, c'est de rétablir les liens de confiance et puis d'avancer sur ce sujet-là avec les autorités marocaines.
Ça fait maintenant quelques mois qu'on y travaille. Et je crois qu'on peut être satisfait d'un côté comme de l'autre. Mon homologue Nasser Bourita a fait un excellent travail, du côté du Quai d'Orsay également. Le président de la République a donc validé cette position et envoyé un courrier au roi. Je crois que c'était dans ce sens-là qu'il fallait œuvrer. Je crois que c'est le sens de l'histoire. Vous savez, entre les Marocains et les Français, il y a ce lien existentiel entre nos deux peuples, entre nos deux pays. Et donc on ne pouvait pas en rester là, il fallait absolument renouer ce lien diplomatique. Ça n'en passe pas que uniquement sur le géopolitique évidemment, il y a tout le volet culturel, tout le volet économique. Je crois que c'est une nouvelle ère aussi qui s'ouvre et j'espère que pour la France comme pour les Marocains, elle sera très prospère. Merci beaucoup. Justement, elle sera très prospère et d'ailleurs cela a été salué par cette classe politique française. Même si décrié par une certaine frange de la classe politique française, et c'est sain dans toute démocratie qui se respecte, tout le monde ne peut pas être tout le temps d'accord sur toutes les questions, mais il faut le rappeler, pour le diplomate que vous êtes, j'aimerais bien que vous expliquiez cela à nos téléspectateurs, Xavier Driancourt, ce domaine de la politique étrangère est-il réservé au chef de l'État ? C'est un peu une tradition française, effectivement, depuis le général de Gaulle, mais même avant, on oublie que sous la Troisième République, le président de la République avait déjà autorité sur la politique étrangère directement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sous la Cinquième République, depuis le général de Gaulle, ensuite avec Georges Pompidou, avec François Mitterrand, avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, et Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est vrai que le président de la République s'investit fortement dans les questions de politique étrangère. Donc c'est vraiment une décision de sa part, ce mouvement important vers les positions marocaines et l'abandon de notre position traditionnelle, au risque de froisser l'Algérie, alors que le président Macron s'était également personnellement investi dans la politique vis-à-vis de l'Algérie depuis 7 ans, et je l'ai vu en tant qu'ambassadeur à Alger. Donc c'est un choix, une orientation faite personnellement, portée personnellement par le président Macron. Alors, peut-être aussi une réaction, Bernard Lugan, sur cette réponse de la classe politique, à droite comme à gauche, un moment historique, pour reprendre les termes de Rachida Dati, le représentant des Français de l'étranger dans la 9e circonscription, Karim Bencher, socialiste, parle d'une clarification de Paris devenue urgente, et bien sûr Marine Le Pen, et j'en passe, beaucoup de personnalités politiques ont tenu à afficher leur réaction. Et finalement, on le voit à droite comme à gauche, on salue cette décision. Pourquoi, Bernard Lugan, selon vous ? Vous savez, le Maroc bénéficie d'une image de sympathie en France. C'est très clair. Le Maroc, de par sa réalité historique, sa réalité sociologique, de par le comportement de ses ressortissants à l'étranger, bénéficie d'une grande sympathie. De plus, en France, depuis un certain temps, l'attitude algérienne a été, comment dirais-je, mal ressentie, parce que la France a essayé de faire, et l'ambassadeur, son excellence, l'ambassadeur Driancourt, serait mieux placé que moi pour en parler, mais la France essaie depuis des années d'arrondir les angles avec l'Algérie. Or, chaque fois que la France fait une concession vis-à-vis de l'Algérie... Pourquoi arrondir les angles, justement ? Pourquoi est-ce une nécessité pour plusieurs chefs d'État, on l'a vu à travers les politiques vis-à-vis de l'Algérie de plusieurs présidents de la République. Parce qu'il y a en France un sentiment, essentiellement à gauche, de culpabilité vis-à-vis de l'Algérie, un sentiment qui est inexact. Et la France a toujours essayé de maintenir des relations, de faire des concessions de type mémoriel avec l'Algérie. Or, chaque fois que la France a fait une concession mémorielle vis-à-vis de l'Algérie, l'Algérie s'est crue autorisée à aller encore plus loin. Alors, si vous voulez, de fil en aiguille, je pense qu'auprès du président Macron, moi je ne suis pas dans les secrets du président Macron, je pense qu'auprès du président Macron et chez le président Macron lui-même, est apparu le sentiment qu'il était inutile de continuer
à faire des sourires à l'Algérie, parce que l'Algérie nourrit vis-à-vis de la France, semble nourrir vis-à-vis de la France, une réaction d'ordre sentimentalement revanchard. Et finalement, ceci a fait que la France a finalement compris que ses intérêts historiques, politiques, géopolitiques, sentimentaux, culturels et amicaux étaient davantage du côté du Maroc que du côté de l'Algérie, ou du moins du côté de l'Algérie et de sa gérontocratie gouvernante actuelle. Alors, je me tourne vers l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui est de plus est auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, L'énigme algérienne. Est-ce que ça reste aussi énigmatique, ces réactions de l'Algérie quand il s'agit du Sahara marocain, ou plutôt on affiche sa position, quand bien même elle est contradictoire par rapport à ses positions onusiennes, par exemple? Non, pour le coup, la réaction de l'Algérie, elle était parfaitement attendue. Ce n'est pas une énigme. Moi, je m'attendais parfaitement à cette réaction de la part de l'Algérie, qui a immédiatement réagi, qui a rappelé son ambassadeur. Ça fait la 3e fois ou la 4e même que l'ambassadeur d'Algérie... 4e en 4 ans. Donc, un rappel / retrait par an. C'est intéressant que vous souleviez cela. Quelle est la différence entre rappeler son ambassadeur et retirer son ambassadeur dans le jargon diplomatique? Excellence, monsieur l'ambassadeur. Le retrait d'un ambassadeur, ça n'existe pas. Je crois que l'Algérie a utilisé ce terme uniquement pour un peu grossir l'affaire. Mais en réalité, ça n'existe pas. Il n'y a que le rappel pour consultation et la rupture des relations diplomatiques. Alors là, le terme retrait avec effet immédiat, c'est un peu un effet de manche de la part de l'Algérie, mais ça ne veut rien dire sur le plan juridique, rigoureusement rien dire. Mais alors... Donc voilà, l'Algérie a immédiatement réagi. La visite du président Tebboune va être sans doute annulée. Annulée, est-ce qu'elle était déjà programmée? Parce qu'il y a eu plusieurs reports avant d'annoncer des élections anticipées pour septembre, date à laquelle même il devait justement se rendre en France. Et puis on n'avait pas vraiment de date pour qu'on dise que cette visite est aujourd'hui compromise, voire annulée, mais on n'avait pas réellement de date annoncée de sa visite d'État en France. Non, mais le communiqué de l'Élysée faisait état d'une visite en septembre ou octobre. Donc c'était juste après l'élection du président, la réélection du président. Encore faut-il qu'il soit élu, voilà. Oui, c'est probable. C'est probable. Donc, et pourquoi une réaction qui vient en plus de celle de rappeler le représentant finalement de l'Algérie? Bon, certes, il y a un chargé d'affaires qui assure un peu les choses en attendant, peut-être un retour. Mais pourquoi aujourd'hui le chef de la diplomatie grossit davantage le trait et dit que ne cache pas finalement le ton, parle de menaces, de représailles vis-à-vis de la France qui n'a pas finalement réagi, qui dit que la décision de rappeler un ambassadeur, et je le rappelle à nos téléspectateurs, était une décision souveraine. Oui, mais c'est assez, j'allais dire, c'est assez courant malheureusement avec l'Algérie. Et encore une fois, ça fait la 4e fois que cet ambassadeur est rappelé pour consultation. Il a été rappelé au moment de la décision française en matière de visa. Il a été rappelé une seconde fois au moment de l'affaire dite Bouraoui au début de l'année 2023. Et puis là, il est rappelé une 3e fois à Alger. Donc, à force d'utiliser cette mesure de rappel, elle perd un peu de sa signification et de son sens. Alors, c'est pour ça, j'imagine que M. Attaf, le ministre algérien, a dit ce n'est pas un rappel, c'est un retrait immédiat, comme si c'était plus fort, alors qu'en réalité, ça n'a, encore une fois, aucun sens et aucune signification juridique, ni en droit international. C'est ça l'énigme algérienne, finalement? Non, encore une fois, je m'attendais à ces réactions, donc elles ne sont pas du tout énigmatiques. Une réaction... oui, sur le retrait. Oui, sur le retrait. Comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas une formulation juridique ni diplomatique.
Et comme le système algérien est commandé par une sécurocratie, je pense que des diplomates n'auraient pas employé cette formulation, et je parle sous le contrôle de monsieur l'ambassadeur. Le retrait n'existe pas dans le jargon diplomatique. Donc il y a la veille de l'institution militaire sur tout ce qui se passe autour de la présidence. Une fois qu'on a dit ça, le communiqué lui-même, il vient montrer, si besoin en est, que ce que dit l'Algérie sur la neutralité et ne pas être partie dans le conflit, ben ça tombe à l'eau. Avec cette réaction épidermique à l'endroit de la France qui a agi en toute souveraineté, je pense que c'est une brutalité qui n'est pas diplomatique du tout. En plus, elle montre qu'elle est partie prenante. Et c'est pour cela que dans le communiqué du président français, elle invite les parties à la négociation. Les parties, ça veut dire l'Algérie comprise. Et là, dans le message du président français, il y a quelque chose de très important pour moi qui dit que ce processus, ce changement, serait peut-être de nature à enclencher la construction ou la réanimation, si vous voulez, du Grand Maghreb. Et ça, pour moi, c'est un message fort du président français. Il sait que dans une globalisation, les groupements régionaux sont beaucoup plus forts que dans la division. Et je pense que c'est un message subliminal important et qui montre que l'Algérie, quoi qu'elle dise, est bien partie prenante dans ce conflit artificiel qui est quand même le deuxième plus vieux conflit après celui de Palestine-Israël. On est à près de 50 ans aujourd'hui. Et donc, la communauté internationale, et monsieur l'ambassadeur le sait mieux que moi, est lassée à chaque fois de résolution en résolution sans avoir un caractère effectif pour faire bouger les choses, parce que la position du Maroc, elle est là, et de l'autre côté, c'est figé. On ne sent pas une volonté de négocier, et les tables rondes auraient pu être un endroit de discussion. On peut évidemment discuter et faire évoluer ce conflit vers du positif, vers une résolution politique. Alors, effectivement, ce ne sera pas, peut-être que je me trompe, ou ça ne serait pas la dernière preuve de l'implication effective de l'État algérien dans ce différend régional. Bernard Lugan, et cela a été aussi prouvé noir sur blanc sur des résolutions onusiennes qui nomment l'Algérie comme partie prenante et qui l'invitent de facto à prendre part à ces tables rondes. Pourquoi s'obstine-t-on autant du côté algérien de ne pas négocier, de ne pas prendre part à ces tables rondes? Pourquoi? L'Algérie est dans une impasse. Elle est dans une impasse parce que son plan de démembrement du Maroc a échoué. Il suffit de voir aujourd'hui, combien de pays reconnaissent ou ne reconnaissent pas la pseudo-république arabe saoudite démocratique. Et l'Algérie est dans une impasse parce que son système gouvernemental s'est tellement engagé et s'est même enferré dans cette cause du Sahara dit occidental que le système algérien ne sait plus comment reculer. S'il recule, il perd la face. Le système algérien a eu une occasion de sortir par le haut quand le Maroc a présenté son plan. Le système algérien n'a pas su saisir cette opportunité. Il est allé dans une voie maximaliste et aujourd'hui, il se retrouve seul, avec un soutien de quelques pays, mais son isolement est total. Donc, que va-t-il se passer? Moi, la question qui se pose pour moi dans la prospective, c'est comment l'Algérie va-t-elle sortir de cette impasse? Il y a deux solutions, soit par une crise très grave, soit c'est-à-dire par qu'est-ce que vous appelez par crise très grave, Bernard Lugan? Les mots ont leur poids et ont leur importance, surtout quand on parle de sujets aussi sensibles. Quelle serait cette crise grave
que pourrait choisir Alger justement face à cette impasse, face à ce mur devant lequel elle se retrouve? Je dis donc que je ne vois que deux possibilités. Oui. Soit la fuite en avant avec une crise grave sur les frontières, ce serait une voie suicidaire. La guerre? Soit, mais, je ne sais pas, je ne suis pas au palais gouvernemental algérien. Je raisonne en historien et en géopoliticien. Oui. Soit laisser le temps et l'horloge biologique. Parce que les dirigeants algériens principaux ont tous entre 88 et 90 ans, et il y a bien sûr une autre génération qui est derrière. Alors, mon espoir est que cette nouvelle génération regarde vers l'avenir et non pas dans le rétroviseur. Deux solutions. Pour moi, la grande inquiétude, et mon collègue qui vient de parler, marocain qui vient de parler, l'a fortement bien résumé. L'avenir géopolitique méditerranéen, c'est dans l'Union du Maghreb. Et cette Union du Maghreb est paralysée depuis des décennies par l'attitude algérienne, qui est une attitude jusqu'au boutiste. Et il est bien évident que toute cette question sera résolue le jour où l'Algérie prendra vraiment en compte une réalité, qui est que le Maroc est un vieil État, que ce Maroc, qui est un vieil État, a ses constantes historiques. Et il faudra bien un jour que l'Algérie reconnaisse, même si ça n'entraîne pas de changements territoriaux, il faudra bien qu'un jour l'Algérie reconnaisse qu'elle a été particulièrement favorisée par la République française, qui lui a rattaché des territoires marocains, Tindouf, Colombéchar, la Saoura, le Tidikelt, etc. Donc il faut bien voir qu'il va s'agir pour l'Algérie, qui est dans une impasse, de redéfinir sa position, de redéfinir son histoire, sortir de sa fausse histoire et sortir de cette politique de récrimination permanente et de jalousie vis-à-vis du Maroc. Voilà ce que l'on peut dire, mais pour le moment, l'Algérie, je le répète, est dans une impasse. Et ces réactions épidermiques, comme l'ont souligné son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, montre bien que ce ne sont pas les diplomates qui dirigent, mais que ce sont ceux qui n'ont pas l'habitude de la diplomatie. Quel avenir justement pour cette diplomatie de plus en plus isolée sur la scène internationale, Xavier Driancourt? Quel avenir pour la diplomatie? Le président de la République, dans sa lettre, justement, ouvre une porte vers un règlement définitif de ce dossier. Et je pense que la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, et n'oublions pas que l'Algérie est en ce moment membre du Conseil de sécurité pour les 2 prochaines années, donc la France, l'Algérie et les autres membres du Conseil de sécurité, mais encore une fois, l'Algérie, en tant que membre temporaire, élu pour 2 ans, devrait essayer de faire preuve de réalisme dans ce dossier, comme l'a rappelé excellemment M. Lugan. Colonel Saoud, pour clore justement ce chapitre algérien, parce qu'il ne s'agit pas finalement d'en parler, hein, ce n'était pas le but de cette émission, mais quelle est selon vous la prochaine étape? D'autant plus que, il faut le rappeler, il y a des élections qui arrivent dans le peuple. Parce que parlons justement de la situation interne, au lieu de créer des diversions, hein, parce que c'est une sorte de diversion quand on crée de faux problèmes qui ne nous concernent pas, soi-disant. La situation aujourd'hui de l'État algérien, vis-à-vis même des Algériens, face à cette nouvelle donne, alors que les élections sont programmées dans 1 mois, quelques jours. Élections anticipées, rappelons-le. J'aimerais d'abord, Madame, rappeler ce qu'a dit Sa Majesté, la main tendue, et mettre à plat tous les problèmes. Ça, c'est une porte ouverte à la discussion. Mais de l'autre côté, il y a une brutalité diplomatique, la rupture des relations diplomatiques. Et en diplomatie, je parle aussi sous le contrôle de M. l'ambassadeur, on laisse toujours de la marge de manœuvre à la négociation. Là, on peut changer d'attitude parce qu'il y a déjà une main tendue et Sa Majesté a dit qu'aucun mal ne viendrait du Maroc sur le voisin algérien. Aujourd'hui, les élections qui sont pour moi une lettre à la poste,
M. Tebboune remplacera M. Tebboune, visiblement, parce qu'il est adopté par l'institution militaire, parce qu'il est militaro-compatible. Et donc, je ne sais pas, c'est une réaction un peu brutale, peut-être par la surprise, même s'il semblerait qu'ils ont été avisés en amont. Mais la réaction, d'ailleurs, le communiqué du ministère des Affaires étrangères a été retiré de la plateforme du ministère. Ça vous donne une idée sur ce caractère frileux d'une diplomatie aux abois, isolée. Niger, Burkina Faso, Mali, avec la Libye au nord, ça ne marche pas, avec le Maroc. Aujourd'hui, la réaction brutale à l'endroit de la France, ça accentue son isolement. Il faut qu'il revienne, il faut que ce pays, et surtout ses dirigeants, et surtout l'institution militaire qui est le vrai chef, le vrai dirigeant de ces pays, qu'il revienne à la raison. La porte ouverte est au dialogue, et ce n'est que par le dialogue qu'on peut évoluer dans l'intérêt de la redynamisation du Grand Maghreb, tant souhaité par notre pays. Pourquoi on ne veut pas redynamiser justement le Grand Maghreb tel qu'il a été? On veut en créer un nouveau, plus petit du coup? Tout ça, c'est des gesticulations infructueuses d'ailleurs. On a vu des défections, la Libye, la Mauritanie qui n'a pas fait partie. La Libye fait de la présence gentille, un échange de bons procédés, mais finalement, c'est un projet mort-né et qui montre à toute la communauté internationale que l'Algérie fait de la pifométrie politique, c'est de la navigation à vue qui est totalement infructueuse. J'espère que ces dirigeants reviennent à la raison. Nous avons besoin du Grand Maghreb. Sachez, madame, que le non-Maghreb nous coûte 2,7 points de PIB aux citoyens maghrébins. Il est temps d'y réfléchir, il est temps vraiment de réanimer ce groupement régional qui est dans un coma prolongé. En parlant de prolongation, mais là sur un aspect beaucoup plus optimiste et tourné vers l'avenir notamment des relations internationales. Donc un peu, on le voit, la décision française, monsieur l'ambassadeur Driancourt, elle suit aussi celle de consoeurs européennes, mais aussi américains. Est-ce qu'elle peut aussi entraîner, comme par effet domino, j'ai envie de dire, d'autres pays à emprunter cette même voie, à emboîter le pas à la France, l'Espagne, les États-Unis, d'autres pays aussi qui ont pris dont deux qui font partie du Conseil de sécurité, faut-il le rappeler. Pensez-vous que cela peut avoir cet effet-là, notamment au sein de l'Union européenne? Oui, c'est ce que j'expliquais dans un article du Figaro ce matin. Je crois que c'est ça qui fait peur à l'Algérie, c'est l'effet d'entraînement, la capacité d'entraînement de la France vis-à-vis d'autres pays européens, vis-à-vis du Royaume-Uni et vis-à-vis d'autres pays dans le monde. Parce que, effectivement, si la France fait ce mouvement en faveur du Maroc, d'autres pays vont se dire, bon, puisque la France a fait ce choix, on peut y aller également. Et je pense que c'est ça qui inquiète beaucoup les Algériens, de se retrouver très isolés et très minoritaires, encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. D'autant plus que ça a été effectivement une des réactions suite à l'annonce espagnole aussi des autorités algériennes. Tout à fait. Voire même, ils ont menacé de rompre les relations commerciales. Enfin, c'était allé très loin. Aujourd'hui, la France. Oui, parfaitement. Bernard Lugan, bon, nous sommes face à une réalité aujourd'hui. Pour citer Christian Cambon, le sénateur des Républicains, 15 pays européens ont déjà franchi ce pas. Vers quelle configuration se dirige ce dossier selon vous? Est-ce qu'on approche à la fin, vous qui êtes historien, on approche vraiment à la fin de ce différend qui n'aura que trop duré? Tout dépend de l'Algérie. Tout dépend de l'Algérie. Ce que je disais il y a quelques instants, l'Algérie
Va-t-elle, oui ou non, reconnaître qu'elle est dans une impasse, que sa politique jusqu'au boutiste la conduit véritablement sur une voie de garage? Et oui ou non, c'est une décision qui doit être prise par les Algériens. Alors maintenant, comment va-t-elle la prendre si elle décide de la prendre? L'armée algérienne, qui a tellement soutenu le Polisario et le pseudo-État sahraoui, l'armée algérienne ne peut pas se déjuger. Il va donc falloir, j'allais dire, des sas de décompression. Et il va falloir que le processus, comme le disait son Excellence et comme le disait mon collègue Saoud également, soit entamé à la suite de la déclaration du président Macron, qui ouvre effectivement des perspectives. L'Algérie va-t-elle saisir une nouvelle fois l'occasion qui se présente, va-t-elle saisir, cette nouvelle occasion qui se présente ou pas? Et on retombe à l'alternative qui était celle que j'avançais tout à l'heure, ou bien la fuite en avant, ou bien la prise en compte du réel. Mais en Algérie, prendre en compte le réel, c'est un peu un pari impossible. Si l'on s'en réfère à l'histoire récente. Ok. Vous faites bien de préciser justement sur l'histoire récente, parce que ça n'a pas toujours été le cas, bien malheureusement. Malheureusement. Oui. Mais j'aimerais signaler aussi que dans le plan d'autonomie, il y a ces dispositions importantes concernant les séquestrés de Tindouf, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion dans leur région de naissance, dans les régions autonomes. Et c'est un geste de bonne volonté marocain qui fait partie du plan d'autonomie. Donc nous sommes dans du réel, et comme Sa Majesté l'a dit, la patrie est miséricordieuse. Que ces égarés reviennent dans leur patrie, ils seront les bienvenus, à condition qu'ils soient des vrais Sahraouis. Pourquoi vous dites vrai? Parce que quand on voit le recensement qu'on refuse et qu'on voit des Maliens, des Mauritaniens un peu partout, des ressortissants du Sahel, et le refus de l'Algérie de faire le recensement des populations présentes, on comprend pourquoi le chiffre a été gonflé et que beaucoup d'organisations ont dénoncé. C'est le seul, entre guillemets, réfugié non recensé dans le monde. Alors, une dernière question, Xavier Driancourt. Demain, comment voyez-vous demain dans les relations maroco-françaises après ce soutien clair et sans équivoque au plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc en 2007 pour régler une fois pour toutes ce différend à travers les négociations, à travers les tables rondes? Comment voyez-vous, et comme l'a dit à très juste titre le souverain dans son message adressé au président français, des perspectives prometteuses sur des sujets, sur des volets stratégiques? Il va falloir tourner la page maintenant. Ces dernières années ont été des années extrêmement difficiles et tendues entre les deux pays. Maintenant, il va falloir tourner la page. Il va y avoir la visite d'État du président de la République qui a été invité par le roi du Maroc. Donc voilà, après, il faut construire l'avenir. Et je pense que c'est justement la différence entre le Maroc et l'Algérie. Avec l'Algérie, le président Macron n'a fait que des gestes concernant le passé, concernant la mémoire, concernant l'histoire, mais on parle rarement de l'avenir. Avec le Maroc, il va falloir parler de l'avenir, des projets communs, des relations entre non seulement la France et le Maroc, mais les pays du Grand Maghreb, les 3 pays du sud de l'Europe, Espagne, Italie, France. Je pense que c'est là la clé de l'avenir. C'est Espagne, Italie, France, ces 3 pays ensemble qui ont quelque chose à faire dans leurs relations avec les 3 pays du Maghreb. Bernard Lugan, un mot justement sur l'avenir des relations. D'abord Maroc-France et puis Maroc-UE dans la foulée de ces avancées notables sur une question qui reste vitale et centrale pour le Maroc, pour son monarque et aussi pour tous les millions de Marocaines et de Marocains. Et j'ajouterai à ce que vient de dire son Excellence, le Portugal.
nous voyons bien qu'il y a un ensemble politique, géostratégique qui se définit. C'est pour cela qu'il faut en revenir véritablement à la fin de ce conflit artificiel qui a été créé de toutes pièces par l'Algérie, de façon à ce que la situation interne au Maghreb évolue dans le sens de la création effective de ce grand Maghreb, qui pourrait être le partenaire sud, nous sommes autour de la même table, hein, au nord de la Méditerranée et au sud de la Méditerranée, partenaire à la fois stratégique, culturel, politique et j'ai même dire existentiel entre l'Europe et cette partie de l'Afrique. Mais ceci est conditionné par un point précis, et son Excellence l'a très bien montré, la différence fondamentale qui existe entre les relations internationales que l'on peut avoir dans un pays comme la France avec le Maroc ou avec l'Algérie. Avec le Maroc, l'on parle d'avenir. Nous avons un passé commun qui n'a pas toujours été rose, mais ce passé commun qui n'a pas toujours été rose est un passé qui est englobé dans une continuité historique qui fait que dans l'histoire des vieux peuples, il y a toujours des hauts et des bas. Tandis qu'avec l'Algérie, qui est un pays qui naît en 1962, qui passe de la colonisation ottomane à la colonisation française, il n'y a pas cette profondeur. Et c'est pour cela qu'il y a des réactions qui sont des réactions exacerbées, qui ne sont même pas du nationalisme, mais qui sont du nationalitarisme, comme les définissait Maurras, qui ne sont pas ancrés sur du réel charnel et historique, mais souvent sur une reconstruction idéologique. Voilà toute la différence. Merci Bernard Lugan. Un dernier mot, Hassan Saoud, pour clore cette discussion. En attendant, le Maroc est dans son Sahara, le Sahara est dans son Maroc. On sécurise par le développement, on développe par la sécurité. Il y a un territoire attractif, il y a des investissements énormes et bienvenue à ceux qui veulent rejoindre leur patrie. Merci beaucoup sur ces mots pleins de sagesse et de réalisme, puisqu'il a été beaucoup question de réalisme dans cette émission, que justement cette émission touche à sa fin. Merci Hassan Saoud, merci d'avoir été avec nous. Merci également à l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci. Et mes remerciements vont également à mon autre invité, cette fois depuis Lyon, Bernard Lugan. Encore une fois, un plaisir de vous accueillir sur notre chaîne Médien TV. Merci infiniment. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée.